suis Estelle Blanquet et j'ai l'immense plaisir d'avoir sur scène aujourd'hui 3 femmes extraordinaires. Et il ne va pas vous falloir longtemps pour en être d'accord avec moi. Alors je vous présente tout d'abord Michèle Leduc. Michèle. Michèle a fait toute sa carrière au laboratoire Kastler-Brossel. On appelle ce laboratoire, parmi les physiciens, on l'appelle le LKB. Et quand on a dit le LKB, essentiellement, on a à peu près tout dit. C'est le laboratoire des prix Nobel en France. Michèle disait 3,5 tout à l'heure à table. On a Kastler, on a Cohen Tanucci, on a Serge Haroche et on a plus récemment Alain Aspect. Tout à fait, quand même. Alain Aspect a fait sa carrière à l'Institut d'optique, mais il a passé un certain temps à travailler dans notre laboratoire. Donc, on le considère un peu comme des nôtres aussi. Et donc, Michèle a, parmi d'autres choses, été directrice de ce laboratoire. Elle était conseillère pour la recherche au ministère. Bon, plein d'autres choses. J'ai à ma droite une autre grande physicienne qui s'appelle Virginia Doria. Virginia, elle travaille à l'Institut physique de Nice, que je ne dise pas de bêtises. Donc Virginia est aussi membre de l'Institut universitaire de France, qui est une grande distinction. Hein. Et Virginia a commencé sa carrière un tout petit peu plus tard que Michèle, parce que Michèle, ça fait un peu plus de 60 ans qu'elle travaille dans le quantique. Virginia, ça fait juste un quart de siècle. C'est une petite joueuse. Et puis, à sa droite, nous avons Marina Teller. Alors vous allez me dire, mais là, je vous ai présenté des physiciennes, on parle de mécanique quantique, et voilà que je vous présente une professeure d'université, alors Virginia aussi est professeure d'université, qui est une juriste. Marina est spécialiste en droit privé, et elle s'intéresse aux nouvelles technologies, elle a beaucoup travaillé sur l'IA et sur le quantique, et vous allez voir, j'espère en tout cas, pendant ces échanges, pourquoi une juriste s'intéresse à la seconde révolution quantique. Mais pour commencer, Michèle, j'ai une question pour toi qui en a vu des choses. Quand on parle de seconde révolution quantique, de quoi parle-t-on? Est-ce que c'est une révolution et pourquoi seconde? Oh, une révolution, c'est peut-être un grand mot, hein, parce que la mécanique quantique, elle s'est constituée très progressivement, contrairement à la relativité, hein, qui a pris jour avec Einstein en 1915-16, toute armée. La mécanique quantique, elle a une centaine d'années, elle s'est constituée par fragments, par compréhension successive. Bon, il y a eu d'abord Einstein avec les photons, enfin ça s'appelait pas photons, mais le fait que la lumière était faite de particules, et puis ensuite il y a eu tout l'apport de la spectroscopie, et puis après il y a la théorie atomique, et puis bon, j'en passe. Hein. Bon. Pourquoi on parle un peu de seconde révolution quantique? Parce que depuis, je dirais, 2 décennies, les progrès des expériences ont été tels qu'on arrive à faire maintenant des choses qu'on ne savait pas faire et qu'on ne pouvait même pas imaginer faire. Par exemple, Einstein avait prévu la condensation de Bose-Einstein quand il a fait ses théories de statistiques avec Bose. Et donc cette condensation de Bose-Einstein où tous les atomes sont représentés par une seule fonction d'onde et se comportent tous de la même façon, il avait dit « Oh oui, mais ça, on ne pourra jamais le voir, etc., etc. » Et puis, entre-temps est arrivée la possibilité de refroidir les atomes à des températures extrêmement proches du zéro absolu, et du coup, la condensation de Bose-Einstein a été faite. Alors, de la même façon, on parle de seconde révolution quantique parce que maintenant, on est capable de voir les particules une à une. Et ce qu'on ne pouvait pas imaginer, on peut voir, ça fait déjà au moins 2 décennies, on voit des ions qui sont piégés dans des pièges et on peut les suivre à l'œil. Hein, on les voit tourner comme ça pendant des heures, des jours, etc. Voilà, on peut faire des photons, des quantums de lumière, des quantas de lumière qui se propagent un par un.
et on peut les faire interférer et cliquer sur des écrans et faire des interférences avec ces clics quand on en envoie assez. C'est assez spectaculaire et d'ailleurs ça résout la question des ondes, de la dualité onde corpuscule. Maintenant c'est plus quelque chose qui ravage les esprits, hein. Donc, mais le fait on puisse manipuler des objets microscopiques un par un. Là, j'ai parlé des atomes, mais j'ai parlé des photons, puis il y a bien d'autres entités. Ça c'est un des premiers piliers de ce qu'on appelle la seconde révolution quantique. Et le deuxième pilier, et je pense que c'est plutôt toi qui vas en parler, c'est le fait que maintenant on manipule des qubits. Et les qubits, tu vas peut-être expliquer ce que c'est que les qubits, tu le feras sûrement mieux que moi, mais c'est le fait qu'on est capable de constituer des systèmes qui sont dans une superposition cohérente de deux états qu'on ne peut pas distinguer. Par exemple, je donne juste un exemple qui me vient à l'esprit. Vous pouvez envoyer un photon unique, puisque maintenant on sait en faire des photons uniques, on envoie un par un, et c'est même commercial. On les envoie sur un cristal non linéaire et on les sépare en deux photons qui sont émis l'un en même temps que l'autre, qui ont chacun l'énergie moitié. Voilà. Et on fait comme ça des paires de photons qui sont corrélés et qui ont une forte corrélation entre eux et qui sont à considérer comme un seul ensemble. Voilà. Et à partir de paires de particules, photons, ou ça peut être des atomes dans deux états de spin, on fait des qubits, c'est-à-dire, alors tu vas nous dire comment on fait ces qubits au lieu, et c'est le fondement de la communication quantique, et aussi ce sont des concepts qui s'appliquent aussi à l'ordinateur quantique, parce que je pense bien que vous attendiez qu'on parle de l'ordinateur, puisque c'est le Graal maintenant des technologies quantiques, encore que on peut en dire beaucoup de choses. Mais donc, avec ça, on peut concevoir ce qu'on appelle des qubits, où on peut faire des calculs, non pas avec des bits qui disent 0 ou 1, comme dans l'informatique quantique ordinaire, classique, mais avec des combinaisons linéaires d'états de systèmes qui sont à la fois dans l'état 1 et dans l'état 0. Voilà. Maintenant, c'est la révolution qu'on appelle aussi l'intrication. Heisenberg l'appelait intrication. Il vaut mieux parler de superposition quantique. Voilà. Je pense que tu dois pouvoir expliquer mieux que moi pourquoi ça fait une révolution. Puis on reviendra après sur les piliers. Il y a 4 piliers dans les technologies quantiques, mais on en reviendra après là-dessus, je pense. Hein. Voilà. Alors en vrai, tu as déjà plus ou moins tout dit. C'est-à-dire... Non, parce que c'est très compliqué à comprendre. Okay. Non, c'est compliqué à comprendre. Moi, j'ai du mal aussi à le concevoir. Et d'ailleurs, tout le monde a du mal à le concevoir parce que les fondements de la mécanique quantique, de la physique quantique sont encore beaucoup débattus. Hein. Voilà. Alors oui, effectivement. Alors je vais essayer de faire un effort de vulgarisation pour que vous puissiez suivre ce que c'est un qubit. En effet, comme l'a dit très très bien Michel, il y a quelque chose qui a changé au cours des dernières années. La physique quantique, celle donc de début de 1900, qui après a évolué avec la théorie, avec les manips de plus en plus, nous a permis déjà d'avoir plein d'inventions que nous utilisons tous les jours. Et ce qui a changé, c'est que grâce aussi à ces inventions, donc ça fait un passage de sciences vers des technologies, et là ça revient vers des sciences, et puis ça va à nouveau faire des nouvelles technologies, c'est que grâce à ces technologies que nous avons pu développer au cours du 20e siècle, du 20e siècle, maintenant on est capable de aller jouer avec des objets qui sont des objets minuscules, donc comme disait Michel, avec un atome. Un atome, c'est le constituant élémentaire, un des constituants, c'est pas l'élémentaire, un constituant tout petit de la matière, ou alors avec ces graines de lumière. Et on peut écrire des informations dessus. Donc, ce qui est en train de changer, c'est le support de l'information. On a toujours utilisé des objets qui sont issus de technologies quantiques, par exemple dans un ordinateur. Vous avez un courant électrique, techniquement, c'est un ensemble de plein d'électrons qui se baladent. Mais le courant tout ensemble, ça reste un objet qui est un objet classique. Donc, quand je code des informations sur un écran,
ou sur un courant électrique, j'utilise des propriétés classiques. Et là, ce qu'on est capable de faire, c'est qu'au lieu d'avoir un courant d'électrons, je suis capable d'aller me piocher un électron ou un atome, donc une seule de ces entités toutes petites. Et là, ce qui se passe, c'est que je rentre dans le monde quantique. Et la chose qui change vraiment, c'est que, en effet, quand on utilise ces particules quantiques individuelles, elles ne se comportent pas tout à fait comme des particules classiques. En fait, il ne faudrait même pas utiliser vraiment le mot particules des objets quantiques. Ils ne se comportent pas comme des billes. Donc, ils font des choses un peu exotiques. Justement, ce qui se passe, c'est qu'elles ont un comportement dual. Donc, elles peuvent se comporter en fonction des expériences comme des particules, donc comme des graines, effectivement, mais aussi comme des ondes. Pour vous donner une idée des ondes, les ondes sont, par exemple, imaginez que vous avez une flaque d'eau, vous faites tomber une goutte d'eau, vous voyez des choses qui se propagent, des bourrelets, en français, qui se propagent. Ça, c'est des ondes qui se propagent. Et si je fais une flaque d'eau et je mets 2 gouttes d'eau, j'aurai 2 bourrelets qui se rencontrent et ça fait des effets de dynamique qu'on appelle interférence. Donc, toutes ces choses, les objets quantiques sont capables de les faire. Donc, j'exploite en ce moment des objets qui à la fois peuvent se comporter en fonction de mes besoins comme des particules et comme des ondes. Et le fait que je n'ai pas des objets qui sont forcément locaux, qui ne sont pas forcément bien définis, m'ouvre de nouvelles possibilités. Donc, c'est quand Michel parlait de qubits, justement, je code des informations qui s'appellent des informations quantiques, donc les qubits, sur ces nouveaux objets. Et ces nouveaux objets, donc, ils gardent à la fois, c'est comme s'ils ne sont pas prédéterminés. Donc, je peux avoir plusieurs choses qui peuvent se passer avec un même objet quantique. Et cet avantage de ne pas avoir des objets prédéterminés, ça me permet d'avoir donc des possibilités, jusqu'à présent, qu'on ne pouvait pas explorer. Typiquement, dans ce qui se passe, par exemple, dans le calcul quantique, l'idée, c'est que si j'ai ces objets, c'est comme s'ils pouvaient aller me sonder plusieurs réponses à une question compliquée en parallèle. Donc, on parle de parallélisme quantique. Et ces objets sont très fragiles, donc du moment où je vais interagir avec eux, ils se changent. Et donc, c'est un peu casse-pied quand je dois faire des manips, mais en vrai, je pourrais l'exploiter. Par exemple, je peux l'exploiter dans la cryptographie quantique. Je code des informations sous ces objets quantiques, et si quelqu'un essaye de me les espionner, je le verrai. Parce que ces objets se sont troublés, ils ont changé d'état, ils sont devenus quelque chose de différent. Et moi, expérimentateur, je m'aperçois qu'il y a eu un espion qui a essayé de se faufiler dans la ligne et d'avoir des informations. Ou d'une autre manière, je peux utiliser ces objets fragiles pour les faire interagir avec quelque chose que je vais connaître, et ils changeront, et je saurai donc faire de la métrologie, donc de voir des mesures avec des résolutions, avec des précisions qui ne sont pas accessibles à l'air contrepartie classique. Donc ça déligne, je te passe un tout petit peu les piliers. Donc l'idée, c'est que j'utilise des nouveaux supports de l'information qui changent complètement les règles du jeu, parce que, encore une fois, on utilise des objets qui sont ni 1, ni 0, c'est un truc entre les deux, mais c'est vraiment une entité à part qui permet d'explorer les deux choses en même temps. Et ça, on peut les utiliser pour plusieurs tâches, donc qui ouvrent des nouvelles technologies qui ont été permises justement par les vieilles technologies quantiques, si vous me laissez le terme, et que maintenant peuvent avoir potentiellement un impact complètement nouveau dans différents types de domaines. Tu veux prolonger sur les 3e et 4e piliers? Oui, je peux dire que les technologies quantiques, on en parle beaucoup maintenant, ça fait déjà presque 10 ans. Hein, bon. L'Union européenne avait lancé ce qu'on appelle un flagship sur les technologies quantiques, pour mettant un peu d'argent, un peu déjà pas mal d'argent. Ça fait déjà 6-7 ans, hein, qu'est-ce que tu dirais, le flagship européen. Et donc, c'est parti sur 4 piliers. On dit qu'il y a 4 piliers. Il y a donc le pilier, je parle de la fin parce que c'est celui qui suscite le plus d'enthousiasme, c'est l'ordinateur quantique. En allant dans l'autre sens, on tombe sur la communication quantique. Et ces deux technologies sont liées l'une à l'autre dans les concepts. La communication quantique comporte la cryptographie, donc la transmission et la communication quantique ou pas quantique. Et puis, vous avez un autre pilier qui s'appelle la simulation quantique, qui est plutôt un pilier qui tourne autour de recherches fondamentales qu'on fait dans les
labos pour simuler avec des objets élémentaires et purement quantiques, simuler un peu des problèmes qui sont compliqués à concevoir et qui pourraient fournir des expériences, qui pourraient fournir des modèles pour comprendre des choses compliquées en physique du solide, par exemple, matière condensée, vous savez, la supraconductivité à haute température, c'est un Graal aussi. Il y a eu une bulle d'ailleurs là-dessus et qui est un peu retombée parce qu'on n'est pas vraiment arrivé. On pourrait penser avec des manips de simulation où les atomes remplacent les ions qui sont dans un cristal, mais bon, on pourrait penser simuler des choses qui pourraient donner des idées à d'autres domaines de la physique. Ça, c'est la simulation, plutôt dans les labos. Et puis, le dernier pilier auquel moi, je pense qu'il est extrêmement intéressant, il faudrait qu'on en parle quand même un petit peu, il n'y a pas que l'ordinateur, c'est le domaine des capteurs, et tu en as parlé un petit peu, des mesures extrêmement précises qui peuvent donner des instruments qui là peuvent être très utiles, des gravimètres, des horloges extrêmement précises, et des gyromètres, des choses qui peuvent servir à détecter des séismes ou rechercher, pas de l'or, mais des minéraux et des choses comme ça. Bon, voilà. Donc, et là, les nouvelles technologies quantiques permettent d'améliorer la précision et donc d'obtenir des résultats. Et je me permets de vous parler un peu comme Roland Lehoucq ce matin vous a parlé de la détection des ondes gravitationnelles. C'était magnifique. Il n'avait pas d'image, mais il montrait sont tellement illustrés, y compris de façon sonore, que vous avez ceux qui étaient ce matin se souviennent que les interféromètres extraordinaires qui permettent de détecter ces ondes gravitationnelles, c'est bon, on pourrait y revenir, mais on fait des progrès assez spectaculaires grâce aux nouvelles technologies quantiques qui permettent de comprimer le bruit, de diminuer le bruit. Donc on peut, parce qu'avec les relations d'incertitude de Heisenberg, vous savez, on ne peut pas mesurer à la fois la position et la vitesse avec des précisions infinies. Si on augmente la précision de l'un, on diminue la précision de l'autre. C'est la même chose pour la phase et l'intensité d'un signal optique. Et donc, si vous pouvez, en faisant ce qu'on appelle du squeezing, une nouvelle technologie quantique, vous faites du squeezing, vous comprimez et vous diminuez le bruit. Voilà, comprimons. Voilà. Alors, tout ça, toutes ces applications, j'ai entendu parler là d'ordinateurs quantiques, de cryptographie quantique, évidemment, et Marina a bien compris où je voulais en venir, évidemment, il y a des enjeux derrière qui sont d'ordre économique, d'ordre juridique. Comment on travaille sur ces questions-là quand on est juriste, Marina ? À cette première question, comment on travaille très mal, puisque ce n'est pas notre discipline. Donc nous, la première difficulté, elle est purement cognitive, c'est de se dire, comme peut-être beaucoup de gens ici dans cette salle, moi la première, la physique quantique, j'y connais rien. J'ai une vague idée de trucs qui se superposent, et il faut du froid, donc tout ça j'ai à peu près compris. Seconde révolution, j'ai compris qu'on... Ah, alors c'est encore plus compliqué que ce que j'avais compris, donc je n'avais vraiment rien compris. Mais la chance que j'ai... Il y en a aussi à chaud. La chance que j'ai, c'est que j'ai Virginia Doria dans ma vie à Nice, qui un jour m'a dit « Mais tu sais, Marina, nous, on est en train de travailler sur une technologie qui, potentiellement, est une vraie révolution. » Et ça m'a interpellée. Et c'est là où il y a vraiment un croisement entre guillemets, des sciences dures et puis, alors, on va dire les sciences humaines, donc les sciences inhumaines et les sciences humaines. Moi, mon prisme d'analyse, c'est très clairement comment des technologies doivent être régulées. Est-ce qu'elles peuvent être régulées ? Ça, c'est une première question. Et ensuite, comment est-ce que ces technologies peuvent aussi transformer le droit ? Et ça, c'est une question qui est un peu plus contemporaine, qu'on a clairement réalisée en fait avec l'intelligence artificielle. Donc on parle d'autre chose, mais globalement, on constate aujourd'hui qu'on est en présence d'innovations
qui change véritablement la donne. Alors, on a toute une série d'adjectifs qui veulent plus ou moins rien dire. On dit toujours donc on a tous les barbarismes, ce sont des technologies disruptives qui impactent. Donc, tous les barbarismes de la langue française, mais ça montre bien qu'on est démunis d'un point de vue intellectuel pour comprendre en fait ce qui nous arrive et comprendre aussi ce que les technologies font à la société au sens global. Et il y a plusieurs manières d'entrer dans le sujet. Alors, moi, en plus, à titre personnel, je viens plutôt du droit des affaires, cette branche du droit privé où on s'intéresse plutôt à des choses pas très... le droit comptable, le droit bancaire, tous ces sujets-là qui ne sont pas les plus attractifs. Mais dans ces matières-là, on a compris depuis longtemps que la technologie pouvait considérablement changer la donne. Par exemple, en droit financier, on a le trading algorithmique. Et depuis déjà plusieurs décennies, les praticiens ont très clairement compris qu'on ne pouvait pas avoir les mêmes règles pour tout le monde, dès lors que si certains disposent d'un avantage technologique que les autres n'ont pas, eh bien en finance, ça peut donner lieu à tous les abus de marché, etc. Donc ça, c'est un point intéressant. Et pour en revenir au cas particulier des technologies quantiques, le point qui nous a beaucoup intéressé, Virginia et moi, c'est celui de savoir si c'est pertinent ou pas de réguler ces technologies. Et ça, c'est une vraie question, avec tous les points d'interrogation qui s'imposent, parce que on a plusieurs poncifs ou plusieurs a priori. Alors le premier qu'on entend beaucoup, c'est de dire que la technologie en elle-même, elle est neutre, et qu'évidemment tout dépend de ce que l'individu fera avec la technologie, etc., etc. Donc ça, c'est le premier a priori. Le deuxième a priori, c'est de dire que la régulation, c'est bien beau, mais si on régule au point d'étouffer l'innovation dans un contexte international qui est le nôtre et que l'on connaît, qui est difficile, avec je dirais un état des relations internationales qui n'est plus du tout celui qui existait, il n'y a ne serait-ce peut-être que 2 ou 3 ans, c'est-à-dire avec une polarisation extrême des discours et des enjeux concurrentiels. Et la technologie fait partie de cette course à la souveraineté et donc à la domination des États. Donc, est-ce le moment de réguler quand la technologie peut être aussi, entre guillemets, une arme de souveraineté pour les États? Et là, on comprend qu'en réalité, on est face à des méta-enjeux, à des méta-questions qui vont bien au-delà de savoir est-ce qu'on autorise, est-ce qu'on n'autorise pas, etc. C'est vraiment une question, je dirais, quasiment de théorie, voire de philosophie du droit. À partir de quel moment est-ce judicieux de réguler? Comment le faire? Qui doit le faire? Est-ce aux juristes à le faire? Donc autant de questions compliquées. Et puis, dernier petit point, et puis je pense que Michel va certainement compléter, mais un dernier petit point que je trouve particulièrement intéressant sur le domaine du droit, c'est-à-dire que Michel a eu cette belle expression, elle a dit l'ordinateur quantique, c'est le Graal. Et il y a cette idée qu'il y a une sorte de course mondiale. Tous les labos dans le monde sont en train de déverser des milliards d'euros, de dollars, de yuan, etc., pour essayer d'atteindre cette suprématie quantique. Et on sait que la perspective derrière, donc on y reviendra, que la perspective derrière, c'est de se dire que celui qui atteindra ce degré, je dirais, c'est ce Graal quantique, aura aussi un avantage que les autres n'auront pas, notamment la possibilité de décrypter toute une série de protocoles cryptés qui aujourd'hui sont inviolables, mais quid dans 2 ans, 5 ans, 10 ans, 30 ans, 50 ans. Et l'horizon temporel, on ne le connaît pas. On sait qu'il se rétrécit, mais on ne le connaît pas. Et alors ça, c'est une très belle question pour les juristes, parce que j'ai déjà dit que réguler une technologie aussi complexe que les technologies quantiques, c'est déjà en soi une gageure. Mais réguler une technologie dont les effets n'existent pas encore, ça c'est la gageure dans la gageure. Comment est-ce qu'on régule quelque chose qui n'existe pas, dont on pense qu'il adviendra un jour, on ne sait pas quand, mais on sait que le jour où cette technologie adviendra, si on n'y a pas pensé avant, c'est trop tard.
Et ça, je trouve que c'est une question de recherche qui est fabuleuse pour les juristes. Oui, merci Marina. C'est vraiment très, très, très intéressant et ça nous oblige, nous, les scientifiques dans les labos, à réfléchir un petit peu au-delà de notre travail quotidien, voir pour qui on travaille, pour qui on fait ça, et à qui ça va profiter, hein. Et on voit bien que l'idée de ce... Alors, on parle de l'ordinateur, hein, maintenant. On voit bien qui ça intéresse. On voit bien que ça intéresse premièrement les militaires, parce que le ministère de la Défense en France finance partiellement, mais quand même assez largement. On voit que ça aussi va profiter beaucoup aux GAFA, hein. Donc, pour qui on travaille, on peut se le demander de temps en temps, hein. Voilà. Mais par ailleurs, en ce qui concerne l'ordinateur quantique, pourquoi est-ce qu'il y a un tel... Pourquoi est-ce qu'on se précipite en se disant il faut que je possède toutes les technologies qui pourront servir parce que ainsi un jour ça peut servir, etc. Pourquoi? Quelle était l'idée? Mais vous l'avez dit l'une et l'autre, mais je peux peut-être le répéter. Une des premières idées, pourquoi on voulait faire et on souhaite toujours faire l'ordinateur quantique, c'est pour casser les protocoles RSA de la cryptographie ordinaire, hein. Tu diras peut-être plus de choses parce que tu connais plus de ça, mais la cryptographie, c'est celle qui sécurise tout ce qu'on fait dans la journée, hein. Quand ma clé électronique, mon compte bancaire, etc., etc., tout est crypté et protégé, hein, entre moi et ma banque, moi, mon établissement, etc., etc. Donc, c'est protégé, et c'est protégé par le fait que pour casser cette cryptographie, il faudrait avoir des ordinateurs plus puissants que ceux qu'on a pour l'instant. Donc l'idée qu'avec l'ordinateur quantique, s'il marchait, peut-être qu'il arriverait à casser ces protocoles. Alors, vous l'avez dit aussi, et une deuxième application, je pense, de l'ordinateur quantique, ce serait de faire des simulations pour des problèmes qui sont trop compliqués à résoudre. Je parlais de la simulation quantique, ça pourrait se faire peut-être avec l'ordinateur quantique s'il marchait. Alors maintenant, c'est peut-être pas le point d'en discuter maintenant, mais est-ce qu'il y a une perspective pour l'ordinateur quantique qui soit crédible au jour d'aujourd'hui, hein? Donc, pour l'instant, on ne peut pas dire que ça marche. Ça ne marche pas comme un ordinateur ordinaire. On en fait, Google en fait toute une histoire parce qu'il a vu une molécule. Bon, mais pour l'instant, les ordinateurs quantiques, ce qu'on appelle ordinateur quantique qu'on sait faire, sont plutôt des compléments des ordinateurs ordinaires, et ce sont des appendices qu'on mettra avec les ordinateurs ordinaires, et ça fera des ordinateurs hybrides qui pourront faire qui pourront aller plus loin pour certaines choses. Mais on en est très très loin, parce que là, je pense que Virginia pourra vous s'expliquer. Pour faire un calcul quantique, il faut faire une porte logique. Pour faire une porte logique, il faut 2 ou 3 qubits. Et pour faire une quantique, et pour les protéger, elle vous a dit c'est très 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 fragile, ces superpositions d'états, c'est très très fragile parce que c'est menacé par ce qu'on appelle le phénomène de décohérence, hein. Là, on n'a pas encore dit la décohérence, mais c'est quand même l'ennemi numéro 1 de toutes les technologies quantiques. C'est ce qui vous casse l'intrication et qui vous fait retomber l'état intriqué dans un ou l'autre des deux états, et puis après, c'est fini. Donc, cette décohérence, elle est liée à l'interaction de votre système à 2 particules, ou plus d'ailleurs, avec l'environnement. Voilà. Donc, pour faire un ordinateur
quantique pour faire une porte logique, il faut que vos qubits qui font l'opération NOR, enfin bon, il y a toutes sortes d'opérations logiques, il faut qu'ils soient entourés de plein d'autres petits qubits tout autour qui les protègent, qui les entourent, qui les protègent. Voilà, comme des petits nains qui protègent Blanche-Neige. Voilà. Bon, donc, il en faut beaucoup pour protéger, et donc vous voyez que ça pose une question de taille. Hein. Si vous voulez, vous pouvez en mettre 100. Maintenant, je crois que Google en met 100. Mais si vous en mettez 100, vous êtes quand même loin des millions qu'il y a sur chaque petite plaque électronique dans votre ordinateur ordinaire. Donc, vous êtes quand même très, très loin de l'ordinateur. Voilà, j'ai juste dit ça pour dire qu'il y a beaucoup de hype. Je ne sais pas si on dit le hype. Enfin, ça veut dire d'exagération pour l'instant sur les possibilités. Voilà, puis je terminerai en disant qu'il ne faut jamais dire c'est pas possible. Voilà. Parce qu'on se trompe aussi. Il y a des choses pas possibles qu'on a réussi à faire. Je voulais juste rebondir sur 2 choses. Effectivement, on n'a pas des ordinateurs quantiques universels aujourd'hui. Donc, l'ordinateur que craignent les gens qui font de la communication, qui serait une machine capable de résoudre des problèmes, en fait, c'est des problèmes computationnels compliqués qui protègent, comme l'a dit Michel, nos échanges de données. Ces machines-là n'existent pas aujourd'hui. Il y a 2 choses, par contre, c'est que, évidemment, comme disait Michel, les progrès existent. Donc, et on a eu beaucoup de progrès sur ces machines, même si on n'est pas encore au point d'avoir des ordinateurs qui sont capables de faire ces choses. On a des machines qui travaillent en tandem avec des ordinateurs classiques et qui permettent de rendre plus simple certains types de tâches computationnelles. Les problèmes qui sont adressés aujourd'hui ou qui sont visés surtout, c'est des problèmes d'optimisation. Optimisation, ça signifie quoi? J'ai un problème compliqué et j'essaye de trouver la solution qui est la moins coûteuse vis-à-vis d'un certain paramètre. Donc, j'ai un problème très compliqué à résoudre. Par exemple, comment ordonner des objets d'une certaine manière. Et ben là, je me fais... Ou quel est le... je fais un autre exemple. Comment je trouve un nom à l'intérieur d'une liste. Donc ça, c'est un problème qui est compliqué. C'est j'ai une liste d'objets très grande. Et j'essaye donc de comprendre comment il faut que je manipule ma liste pour sortir le nom de la manière la plus rapide possible. Ou je vais faire des ailes d'un avion et j'essaye de comprendre quel est le paramètre sur lequel il faut que je travaille pour que l'avion ait une aile qui soit rigide, mais pas trop, et qu'elle soit légère, par exemple. Donc, tu as plusieurs types de problèmes qui sont des problèmes d'optimisation. Et c'est très transversal. Donc, les mêmes types de problèmes, formulés de la même manière de point de vue mathématique, peuvent s'appliquer à des sujets très différents, qui vont de la logistique à la finance, justement, ou à la chimie, à la pharmaceutique. Et par contre, même si l'ordinateur quantique n'est pas encore là, et ça, effectivement, je pense que tu as raison, il y a beaucoup de hype là-dessus parce qu'il y a des gros financements privés, et donc les privés, ils tiennent à montrer qu'ils ont des progrès. Sur ça, il y a un petit peu en compétition aussi entre les grands acteurs de l'informatique classique, notamment entre Google, IBM, qui se font une espèce de guerre entre l'un et l'autre, qui a le plus grand nombre de qubits, et qui fait les tâches les plus mignonnes. Mais il y a un problème qui est disons, plus à long terme. C'est-à-dire, quand on parle de communication, en effet, Marina l'a un peu évoqué, aujourd'hui, nous n'avons pas de machines qui sont capables de craquer nos codes nos communications. C'est-à-dire, si les communications, par contre, elles sont disponibles à tout le monde. C'est-à-dire, nos communications ne passent pas avec un message en plan, comme on dit, donc intelligible par tout le monde. Il faut avoir une clé qui me permet de décrypter le message. Donc, c'est comme si c'était des messages secrets. Et le fait, c'est que les machines aujourd'hui, elles peuvent prendre ces messages secrets, mais elles ne savent pas quoi faire avec. Et le problème qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, on se dit, mais imaginons qu'il y a des messages et des messages. Donc, le message dans lequel je dis à ma maman que je l'aime, ça va, c'est pas trop grave si... Je fais vraiment l'italienne. C'est pas trop grave si il va être craqué. Mais un message, par exemple, dans lequel il y a les plans d'une centrale nucléaire,
ça, j'ai envie qu'il reste protégé pendant 100 ans. Pendant une centrale nucléaire, les gens d'EDF te disent elle est éternelle. Nous, on veut que jamais on sache ce qu'il y a dans la centrale. Parce que pirater le fonctionnement de nos centrales, ça va avoir un impact énorme. Donc là, ça devient quelque chose pour lequel ça m'intéresse de protéger la confidentialité des données sur des temps très très longs. Et quel est le problème? Imaginons qu'aujourd'hui, j'envoie par un canal plus ou moins disons, sécurisé, même ultra sécurisé, à Marina les plans de la centrale nucléaire. On peut avoir un espion qui se prend ces données et qui attend. Et il attend et il se dit, bon, j'attends 10 ans, j'attends 15 ans. À un moment donné, cet ordinateur quantique va déboucher, ou une machine qui n'est pas universelle, mais qui saura faire que ça. Et cette machine, elle pourra me craquer ces données. J'ai juste à être patient. Et donc, la question devient très urgente. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, déjà, les gens sont en train de changer de manière de penser la communication. Donc, il y a 2 pistes à ça. Une piste, c'est, comme on l'évoquait tout à l'heure, la communication quantique. En gros, l'idée, c'est je bats le quantique par le quantique. On n'est pas obligé d'utiliser la cryptographie comme on l'a aujourd'hui. On utilise des canaux de communication quantique, donc dans lesquels, si j'échange des données et un espion essaye de m'intercepter, je le saurai tout de suite. Et ces canaux me permettent d'établir des clés de cryptographie que je peux utiliser dans des protocoles qui sont protégés pas par une sécurité algorithmique, mais par un théorème de maths. Un théorème de maths, c'est éternel, lui aussi. Donc, c'est plus que les diamants. Et donc, quand vous avez un théorème de maths et vous avez la manière de pouvoir vous échanger ces clés qui servent pour le théorème mathématique, idéalement, après il y a plein de contre-preuves à ça, mais idéalement, je peux avoir des communications qui sont plus sécurisées. Et une autre manière, c'est de dire, OK, mais en vrai, en attendant, je ne suis pas obligée de faire des algorithmes classiques comme je le fais aujourd'hui. Et c'est par exemple ce qui a préconisé le gouvernement central aux États-Unis. Il a dit à l'échelle de 2030, on veut que tous les algorithmes qui sécurisent les échanges de données entre bâtiments essentiels à la vie du pays doivent être sécurisés par des algorithmes qu'on appelle post-quantiques. Donc on essaie d'imaginer qu'est-ce que peut faire un ordinateur quantique, universel ou pas universel, ou à moitié universel, mais quand même un bon ordinateur quantique, et on trouve des algorithmes nouveaux qui permettent de contrer cette menace. Ça ouvre aussi le panel de la crypto-agilité, c'est-à-dire de ne pas reposer sur des communications qui étaient sécurisées dans les années 50, 60, 80, je ne sais pas les derniers algorithmes à combien ils remontent, c'est pas plus récent, mais quelque chose que je puisse changer à fur et à mesure. Et la crypto-quantique, enfin le déplacement de messages d'un lieu à l'autre de façon quantique, ça, vous le faites déjà à Nice? Oui, alors oui, on le fait à Nice, on était très contents. Alors, ce qu'on fait, c'est que la cryptographie quantique ne correspond pas à déplacer un message. Elle permet de faire, donc pour ces protocoles ultra sécurisés de cryptographie, comme je disais, j'ai besoin d'une clé. Donc, et cette clé, c'est difficile à établir. C'est une histoire très vieille, hein. Ça remonte à la Deuxième Guerre mondiale. Dans la Deuxième Guerre mondiale, les Allemands, ils avaient bien compris que ce protocole était cool, sauf qu'ils ne savaient pas s'échanger les données. Donc, il est caché dans des pochettes. Il y a tout un musée en ligne de la cryptographie où vous trouvez plein de photos de beauty case avec des enveloppes tout petites et des nombres derrière cachés. Et là, ce qu'on fait en cryptographie, effectivement, on établit des clés. Donc, on est capable d'utiliser des canaux de communication quantique dans lesquels on envoie de la lumière qui est en lumière dans des états particuliers, donc dans lesquels on met bien en évidence le comportement quantique. Et en mesurant cette lumière à 2 sites distants, à Nice, on le fait sur une distance de 5 km, et on a le plan d'aller vers l'espace maintenant. Et en faisant ça, donc on est capable, en comparant les résultats de mesure, d'établir ces quais de nombres aléatoires et donc protégés par la physique quantique. Pourquoi c'est protégé? Parce qu'encore une fois, si j'ai un espion qui essaye de me hacker mon canal de communication et de voir quelle clé je suis en train d'établir avec mon voisin, mes états quantiques ils vont se perturber du fait qu'ils sont des objets très fragiles et qui en plus, c'est comme un effet de mesure. Et la mesure, un effet on dit de projection. Donc, il me change de manière abrupte l'état quantique. On pourra discuter cet après-midi. Et donc, je verrai que mes données ont été corrompues, changées par la présence d'un espion. Et l'idée de faire des communications quantiques n'est par contre pas simplement de faire de la cryptographie. Là, on a beaucoup parlé de cryptographie, mais c'est un peu plus visionnaire aussi. Se donner les moyens de distribuer des objets quantiques, de les mesurer à gauche, à droite, de les garder en mémoire quelque part. Ça, c'est tout un autre panel très compliqué. Comment on garde en mémoire un état quantique, ça le détruire.
Ça signifie ouvrir en perspective les portes à des réseaux d'objets quantiques. Ça, c'est le dada de l'Union européenne. Le flagship européen, c'était parti avec l'idée, nous, on n'a pas simplement envie de faire donc des communications point à point, mais de mettre un réseau comme une espèce d'Internet d'objets quantiques, de capteurs quantiques, d'ordinateurs quantiques, si un jour on les a, de simulateurs quantiques, et donc d'exploiter comme le potentiel de plein d'objets quantiques, tous ensemble, donc dans ce type de réseau. Et ça, c'est un enjeu stratégique. Parce que savoir le faire, ça ne signifie pas simplement se confiner à un type d'application très, très pointu qui est la cryptographie, mais ouvrir des portes à quelque chose qui, là, c'est vraiment l'échelle, je pense, dans 20 ans, mais qui peut avoir un impact très, très fort. Oui, Marina, c'est rebondi beaucoup de questions pour Marina. Une première remarque, Marina. Tu as parlé de l'IA, de l'intelligence artificielle et des technologies quantiques. J'espère, enfin je pense que tu ne mélanges pas les deux parce que on voit dans ce que publient les journaux, y compris le journal Le Monde d'ailleurs, ils ont tendance à mélanger les deux technologies. Tout ça parce qu'elles font appel à des grandes bases de données souvent. Et en fait, les buts ne sont pas du tout les mêmes et les dangers ne sont pas du tout les mêmes. Et je pense que la régulation pour l'intelligence artificielle est quelque chose qui est en cours de réflexion, au moins au niveau européen. Je ne sais pas, au niveau mondial, ça va être dur. Mais ce n'est pas du tout le même genre de régulation dont on a besoin, je pense, pour les technologies quantiques. Hein. Voilà. Et puis, juste une petite remarque quand même, il me semble, on avait réfléchi, quand j'étais au comité d'éthique du CNRS, on avait réfléchi au fait que, est-ce que c'est bien de travailler à développer de la crypto, toujours la crypto, des communications qui sont inviolables. Et on s'était rendu compte que ça pouvait avoir certains dangers par rapport à la sécurité. Si vous avez des gens qui vous veulent du mal, je ne sais pas, des méchants, qui veulent faire du terrorisme et qui sont reliés entre eux par des relations que la police ou l'armée ne peuvent pas casser, c'est quand même un peu risqué. Donc les technologies inviolables nous avaient paru risquées. Voilà. Est-ce que tu pourrais commenter? Et puis pour que tu nous expliques comment est-ce qu'on pourrait envisager une régulation d'une technologie qui est mondiale avec des pays qui n'écoutent pas du tout ce que dit l'Europe. Hein. Je peux vous dire que quand on va en Chine et qu'on voit les tonnes d'argent qui sont mises dans les technoquantiques, d'abord on revient complètement désespéré en disant on n'y arrivera jamais dans la concurrence, ils sont plus forts que nous à tous égards, et puis d'autre part, ils se moqueront bien, je pense, de nos régulations. Bon, voilà. Oui, Michel, on peut démarrer par là, et en même temps, si on démarre par la dernière question, on dynamite toutes les autres avant. Parce que clairement, oui, la parole de l'Europe dans le concert mondial des nations, bon, il nous reste 7 minutes, c'est ça? D'accord, donc très vite. Mais ça tombe bien, parce que finalement, ça va aller très vite. Hein. Et aussi, au-delà de la place de l'Europe, aussi le rôle du droit aujourd'hui en tant qu'instrument de régulation, où on voit que de moins en moins, l'idée de dire qu'il y a des règles et qu'on les respecte et que ça engage et que si on ne respecte pas, il y a des sanctions. Ça aussi, c'est une idée qui est devenue un petit peu dépassée à l'heure actuelle. Et pour revenir au point d'avant, donc oui, intelligence artificielle, technologie quantique, deux domaines complètement isolés. Et moi, je m'intéresse beaucoup à une idée que Virginia et moi, on a essayé de développer à Nice, qui est de dire qu'on vit aujourd'hui à l'heure des innovations totales. Et finalement, oui, les technologies quantiques, c'est très différent de l'intelligence artificielle, qui est également elle-même très différente, par exemple, d'Internet, hein, technologie du web. Mais si on y regarde de plus près, il y a des traits communs dans ces innovations.
Et Michel, tu disais, ce n'était pas un hasard, les militaires s'y intéressent. Bien là, on a 3 technologies qui sont clairement des technologies qui ont été pensées dans le domaine de la défense et puis après qui inondent la vie civile, hein, donc des technologies duales. Et ça, ce n'est pas vrai de toutes les technologies. Et ensuite, je pense que nous sommes aussi confrontés aujourd'hui à des technologies qui sont clairement systémiques. Et au vu des exemples que vous avez donnés toutes les deux, hein, qui sont très parlants pour le commun des mortels non physiciens comme moi, je comprends très bien que le jour où la technologie quantique sera là et permettra, entre guillemets, de hacker les protocoles cryptés, des échanges diplomatiques entre la Maison-Blanche et l'Élysée, et puis les plans de la centrale nucléaire, etc., globalement, en tant que citoyen, j'ai du souci à me faire. Et on voit bien que l'échelle, elle est planétaire, et c'est aussi le temps de l'instantané. Ça, je pense que c'est quelque chose aussi qui est très déroutant. C'est qu'on vit vraiment cette époque où la technologie a un effet cliqué, c'est on-off, ce qui ne laisse pas du tout le temps aux sociétés de s'acclimater avec ça. Alors moi, j'entends souvent le discours de mes collègues qui sont philosophes des sciences et qui me disent « mais oui, mais c'est rien de nouveau sous le soleil, chaque technologie est là, et puis c'est la destruction créatrice, on détruit, mais on crée autre chose, etc. » Moi, je pense qu'aujourd'hui, on vit peut-être des technologies qui sont différentes dans leurs effets, dans leur magnitude, et puis peut-être même une différence très, très clairement hein, dans ce qu'elles peuvent changer de très profond dans le fonctionnement de nos sociétés. Et d'où cette idée d'innovation totale. Et je reprends là les mots hein, de Marcel Mauss, l'ethnologue qui avait pensé le fait social total, en disant qu'il y a quelques faits, typiquement la monnaie, qui gouvernent tous les espaces du vécu. Et moi, je crois que nous vivons à l'heure des innovations totales, avec la difficulté qui est qu'on n'est pas équipé, en tout cas pour le moment, pour penser véritablement ces innovations en termes de garde-fous, en termes de limites évidentes, en termes de quid pour les générations futures, quid du coût écologique de ces innovations, c'est-à-dire autant de domaines qui sont des impensés, alors que ça devrait être aujourd'hui très clairement sur la table. Je pense que c'est la conclusion idéale. Avant de laisser la parole à la salle, on a une dizaine de minutes pour prendre quelques questions. Je pense qu'on peut déjà applaudir nos intervenantes pour leurs interventions. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui veulent poser des questions à Michel, Virginia, Marina ? On aurait pu encore parler très longtemps, mais le temps passe. Ah, je vois une question par là-bas. Merci pour ces brillants exposés. Alors attendez, est-ce que vous pourriez... Ah, ça y est, je vous vois. Nous vous voyons ici. Alors, autant l'intelligence... Il y a eu une petite, sur la fin, une mise en opposition et quelques explications sur intelligence artificielle qu'il ne fallait pas les mélanger au domaine du quantique. Soit... Alors, il est vrai que l'intelligence artificielle, ça cause à tout le monde aujourd'hui, quasiment, en bien, en mal, en tout ce qu'on veut. Et la quantique, par contre, c'est quelque chose de beaucoup plus nébuleux pour le commun des mortels que je suis. Mais je me pose cette question à l'instant, justement. Est-ce que peut-être ce monde de l'infiniment petit, puisque finalement, le domaine du quantique, si je comprends bien, c'est aussi d'aller du plus petit à l'encore plus petit, qui ira vers encore plus petit, avec les petits qui se mettent autour du petit. Enfin, voilà. Est-ce que ce n'est pas un moyen, la quantique, à un moment donné, ou ce ne serait pas un moyen que ça devienne aussi un régulateur de l'IA, en venant s'insérer dans ces rouages, puisque en allant vers le plus petit, on peut déceler les problématiques que pose l'IA à certains moments. Voilà. Ça vaut ce que ça vaut, mais c'était vos dernières réflexions qui m'amenaient à ça. Et la quantique. D'accord. Alors, moi, le premier lien qui m'avait semblé important de faire, c'est de penser la convergence des technologies. C'est-à-dire que la technique des régulateurs, c'est de dire on identifie des technologies qui posent des problèmes et donc on fait une régulation en silo, ce qui nous donne une régulation sur le nucléaire, une régulation sur le génie génétique, une autre sur l'IA.
Donc demain, probablement, on aura un Quantum Act, comme on a eu l'AI Act. Et je pense qu'en fait, il faut toujours penser les chemins de traverse. C'est-à-dire que demain, on aura probablement des technologies qui vont hybrider finalement les différents progrès. Donc ça donnera quoi demain, un ordinateur quantique qu'on fera tourner avec du machine learning et des systèmes d'IA et des LLM, etc. Donc va-t-on faire sauter la planète avec ça? Je n'en sais rien, mais il y a d'autres technologies, pareil, je pense au blockchain, il y a toute une série de technologies que l'on pense toujours de manière isolée, sans se questionner sur mais qu'est-ce que ça peut donner si on met tout ensemble. Et ça, c'est un premier point qui, déjà, globalement, personne ne le fait, et je pense qu'il serait temps de s'y mettre. Et deuxième point, si on s'y met, comme vous nous invitez à le faire, peut-être qu'il y aura effectivement des choses auxquelles on n'a pas pensé. Donc dire que les propriétés des technologies quantiques pourraient être finalement une manière de réguler des systèmes d'IA, alors là, il faudrait aux prochaines Utopiales 2026 mettre des spécialistes d'IA, des spécialistes des techno-quantiques, et puis voir très concrètement les deux. Mais votre question, elle est très pertinente parce que j'ai des collègues qui se sont intéressés aux propriétés des technologies quantiques pour réguler des atteintes potentielles aux droits de propriété intellectuelle. Et en disant aujourd'hui, les droits de pays, ça passe par donc, si vous voulez, des œuvres qui sont protégées, avec des droits qui sont déposés dans des grands instituts, et puis on s'assure qu'en gros, il n'y a pas une violation des droits, etc. Ça marchait très bien jusqu'à ce qu'effectivement, il y ait cette révolution de la data. Et aujourd'hui, ce sont les physiciens quanticiens qui nous disent « mais nous, on a la solution à votre problème ». Parce qu'avec les propriétés des technologies quantiques, en fait, on pourrait, en gros, révolutionner la manière dont on a pensé les droits de propriété intellectuelle depuis des années. Donc, oui, il y a probablement des choses à explorer. Et là, la principale difficulté, et j'avais commencé par ça, mais elle est de taille, c'est je dirais la frontière cognitive. C'est-à-dire que globalement, c'est compliqué pour un juriste de comprendre ce qui se passe dans la tête d'un juriste, et l'inverse est vrai aussi. Et donc demander voilà. Et donc demander à ce petit monde de travailler ensemble, c'est pas simple. Mais on voit bien que, outre le fait que c'est hyper stimulant d'un point de vue intellectuel, on n'aura pas le choix. Je vais juste faire un commentaire. En effet, ce que vous évoquez, c'est effectivement très pertinent, et ce sont des solutions techniques à des problèmes qui peuvent être éthiques, si vous voulez. Et ça, c'est un cadre un peu plus général. C'est-à-dire, il y a déjà les scientifiques, par exemple, je parle pour le quantique, mais j'imagine que ça doit être vrai pour l'IA. Ils se posent des questions. Moi, par exemple, je te vends une machine quantique. Est-ce que j'ai moyen de la certifier quantique? Ou alors, restons classiques. Moi, je te vends un laser. Et je veux que ce laser, donc, typiquement, c'est la régulation d'hygiène et sécurité, ne t'aveugle pas. Donc, il faut que je mette des limites à la puissance que le laser peut rejeter. Et ça, c'est technique. Et puis, en plus de ça, donc, ou alors, je te mets un étiquetage des choses dont je te fais une formation. Donc, ça, c'est la question, on appelle ça des questions des standards. C'est-à-dire, j'ai des normes qui se basent sur le fait, moi, je te donne une solution technique à un problème. Donc, j'empêche ma machine. C'est comme si je mets une barre qui empêche la machine de fonctionner, ou alors j'ai des capteurs, des objets qui me permettent de déceler quelque chose qui ne va pas dans une technologie ou l'autre. Et c'est une manière de procéder vis-à-vis de certains problèmes. En effet, par contre, ces approches techniques qui sont effectivement super importantes pour plein d'applications quotidiennes, il y a des fois dans lesquelles ça fait faute. C'est-à-dire, tu as toute une question de... Je ne vais pas faire ton métier, mais en discutant avec toi, j'ai compris qu'il y a toute une question d'aspects qui sont des aspects vraiment humanitaires, qui est le vrai problème des technologies duales. C'est-à-dire, moi, je peux empêcher un ordinateur de faire quelque chose, mais en effet, à un moment donné, il faut une loi derrière que si tu fais quelque chose, là, comment on dit, you broke the law. T'as enfreint la loi, ça voilà. Merci, je n'avais pas le mot français, désolé. Donc ça, c'est une question différente. Je peux vendre un laser qui ne va pas au-delà d'une certaine puissance, mais je ne peux pas empêcher les gens qui sont un peu affûtés sur la technologie de laser de le tweaker
et puis de l'utiliser pour aveugler les autres. Et là, c'est la loi qui intervient. Donc, c'est toujours un peu un tandem entre les deux choses. Et c'est vachement important d'avoir des technologies qui règlent, qui limitent des autres technologies. Donc, ce que vous dites, c'est complètement pertinent. Mais malheureusement, ça ne va pas suffire. Et c'est le problème des technologies duales. Je peux toujours trouver un méchant qui fait des choses méchantissimes avec des technologies qui avaient été conçues pour ne pas être trop méchantes. Juste un petit mot tout à fait à côté de ce que vous dites, mais il y a une façon de réguler aussi ces problèmes-là, c'est de ne pas travailler dans ce domaine. Hein. Oui. Et donc, on peut aussi se poser la question, quand on est un jeune chercheur, est-ce que je veux aller travailler là-dessus ou est-ce que je peux choisir un autre sujet, réfléchir un peu. Hein. Mais je peux vous dire que dans mon labo, qui est un labo qui est très bien financé, c'est pas le cas de tous les labos, mais bon, on a beaucoup de jeunes, on a beaucoup de doctorants, on a beaucoup de post-doctorants. Et ben, ils veulent tous, après leur thèse ou même avant la fin de leur thèse, aller faire des startups, travailler dans des startups. Voilà, ils sont attirés comme des mouches par l'idée que ça va pouvoir se développer et ils ne se posent pas de questions, est-ce que c'est bien de faire ça ou pas de faire ça. Moi, je trouve qu'ils devraient se la poser, mais enfin, ils sont tous vraiment happés par le sujet. Hein, voilà. Les jeunes, je ne parle pas ni ma génération, ni celle d'en dessous, ni celle d'encore en dessous, mais les jeunes qui font leur thèse, voilà. Merci Michel. Il nous reste quelques minutes. On va prendre une dernière question très rapide. Alors, qui a le micro? C'est là-bas. Bonjour. Allons-y. Merci pour votre intervention. J'aurais une question. Vous l'avez dit, aujourd'hui, on est plus dans une logique dans un retour à une logique de blocs qui se font compétition plutôt qui coopèrent les uns avec les autres pour résoudre les problématiques quantiques. On voit qu'aujourd'hui, et dans beaucoup de domaines technologiques, l'Europe et la France sont en retard par rapport à peut-être la Chine, très certainement les États-Unis, qu'il y a des fuites des cerveaux, qu'il y a peut-être pas des sous-financements, mais qu'en tout cas on n'est pas aussi bien financé. Donc la question c'est aujourd'hui, quels sont les avantages de la France et ou de l'Union européenne, donc des avantages comparatifs pour tirer notre épingle du jeu. Est-ce qu'ils existent ou est-ce qu'on est encore un petit peu condamné en fait à faire du rattrapage, c'est-à-dire juste pour ne pas être dépassé par des solutions que nous ne trouverons pas, et juste de ne pas être largué en fait sur le sujet. Alors, Michel, tu as pris le micro, tu as 2 minutes 50 pour répondre. Non, mais peut-être même pas. Il ne faut pas sous-estimer les financements qu'il y a en France pour le quantique. Hein. Bon, évidemment, ce n'est pas comparé aux grandes puissances, mais quand même, hein, c'est d'une certaine façon une bulle et beaucoup d'autres domaines à côté, en physique, en mathématiques, dans les sciences dures, hein, comme on dit, sont très jalouses parce que beaucoup de financements vont au quantique et il n'y a pas que les financements qu'on voit, il y a des financements privés, il y a le financement militaire, mais il n'y a pas que ça. De la part de l'État, il n'y a pas que ce qui tombe du CNRS ou dans les universités. Hein, il y a le PIA, le PIA c'est plein d'investissements d'avenir, où il y a de l'argent qui tombe, mais c'est par millions hein, sur le plan quantique. Moi, j'ai été absolument sidérée quand j'ai été par hasard parachuté à présider un comité qui distribuait cet argent. Ça va par millions. Hein, donc, il y a plus d'argent qu'on ne le sait. Et c'est un tout petit peu caché. Voilà. Merci Michel. Alors, on a juste quelques minutes pour terminer. Avant de remercier tout le monde, je voudrais juste préciser une petite chose. Ceux qui veulent continuer à échanger avec nos intervenants pourront le faire à la sortie, elle reste disponible. Michel va être en signature à la librairie à 3h30, si je ne me trompe pas. Et moi, je vais devoir vous quitter très rapidement parce que je vais devoir modérer une autre table ronde. Mais comme Michel m'avait demandé de le faire remarquer, je le fais remarquer, nous avions 3 intervenantes. Et ça...
une modératrice, oui. J'espère que vous avez apprécié ces échanges. On va continuer dans l'après-midi, pour ceux qui le souhaitent, à discuter mécanique quantique avec Michel et Virginia. Ce sera à 17h30 de mémoire au LU. Voilà, très belle continuation à vous, très belles utopiales, et amusez-vous et apprenez.